Bonjour à tous. Bienvenue à notre chaîne YouTube l'Expert. Avant de poursuivre la troisième partie de notre cours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube l'Expert pour en tenir courant des prochaines vidéos, et à me suivre sur mes pages sociales notamment, sur Facebook et Google+. Chaque abonnement est un encouragement de plus pour nous. Alors dans cette quatrième partie, je vais présenter les fonctionnalités évoluées en procédant comme suit. 1. Les tableaux. 2. Les formulaires. 3. La vidéo et l'audio. 4. Le responsive design avec les media queries. Indispensable pour organiser les informations, les tableaux sont un petit peu délicats à construire en HTML, cela explique que je vous les présente seulement maintenant. Il va en effet falloir imbriquer de nouvelles balises HTML dans un ordre précis. Nous allons commencer par construire des tableaux basiques, puis nous les complexifierons au fur et à mesure, fusion de cellules, division en multiples sections. Nous découvrirons aussi les propriétés CSS liées aux tableaux, qui nous permettront de personnaliser leur apparence. La première balise à connaître est, c'est cette balise qui permet d'indiquer le début et la fin d'un tableau. Cette balise est de type bloc, il faut donc la placer en dehors d'un paragraphe, comme il est indiqué dans l'exemple suivant. Bon, et qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur du tableau? Là, préparez-vous à subir une avalanche de nouvelles balises. Pour commencer en douceur, voici de nouvelles balises très importantes. La balise TR indique le début et la fin d'une ligne du tableau. La balise TD indique le début et la fin du contenu d'une cellule. En HTML, un tableau se construit ligne par ligne. Dans chaque ligne, on indique le contenu des différentes cellules. Schématiquement, un tableau se construit comme à la figure suivante. On a une balise de ligne TR, qui englobe un groupe de cellules. Par exemple, si je veux faire un tableau à 2 lignes, avec 3 cellules par ligne, donc 3 colonnes, je devrais taper ceci. Le résultat est un peu déprimant. C'est un tableau ça? Le texte s'est écrit à la suite, et il n'y a même pas de bordure. Oui, un tableau sans CSS paraît bien vide. Et justement, rajouter des bordures est très simple, vous connaissez déjà le code CSS correspondant. Et voici le résultat. Ce n'est pas encore aussi parfait que ce qu'on voudrait. En effet, on aimerait qu'il n'y ait qu'une seule bordure entre 2 cellules, or ce n'est pas le cas ici. Heureusement, il existe une propriété CSS spécifique au tableau, Border Collapse, qui signifie coller les bordures entre elles. Cette propriété peut prendre 2 valeurs. Collapse, les bordures seront collées entre elles, c'est l'effet qu'on recherche ici. Separate, les bordures seront dissociées, valeur par défaut. La figure suivante représente le résultat obtenu. Maintenant que l'on a ce qu'on voulait, on va rajouter la ligne d'en-tête du tableau. Dans l'exemple les en-têtes sont non, AGPI. La ligne d'en-tête se crée avec une balise TR comme on l'a fait jusqu'ici, mais les cellules qu'elle contient sont, cette fois, encadrées par des balises TH et non pas TD. La ligne d'en-tête est très facile à reconnaître pour 2 raisons. Les cellules sont des balises TH au lieu des TD habituelles. C'est la première ligne du tableau, c'est idiot, mais encore faut-il le préciser. Comme le nom des cellules est un peu différent pour l'en-tête, il faut penser à mettre à jour le CSS pour lui dire d'appliquer une bordure sur les cellules normales et sur l'en-tête. Comme vous pouvez le constater, votre navigateur a mis en gras le texte des cellules d'en-tête. C'est ce que font en général les navigateurs, mais, si vous le désirez, vous pouvez changer cela à coup de CSS, modifier la couleur de fond des cellules d'en-tête, leur police, leur bordure, etc. Titre du tableau. Normalement, tout tableau doit avoir un titre. Le titre permet de renseigner rapidement le visiteur sur le contenu du tableau. Notre exemple est constitué d'une liste de personnes. Oui, mais alors, qu'est-ce que cela représente? Sans titre de tableau, vous le voyez, on est un peu perdu. Heureusement, il y a la balise caption. Cette balise se place tout au début du tableau, juste avant l'en-tête. C'est elle qui contient le titre du tableau. Sachez que vous pouvez changer la position du titre avec la propriété caption de qui peut prendre 2 valeurs. Top, le titre sera placé au-dessus du tableau, par défaut. Bottom, le titre sera placé en dessous du tableau. Nous avons appris à construire des petits tableaux simples. Ces petits tableaux suffisent dans la plupart des cas, mais il arrivera que vous ayez besoin de réaliser des tableaux plus complexes. Nous allons découvrir de techniques particulières. Pour les gros tableaux, il est possible de les diviser en 3 parties. En-tête, corps du tableau, pied de tableau. Pour certains tableaux, il se peut que vous ayez besoin de fusionner des cellules entre elles. Divisez un gros tableau. Si votre tableau est assez gros, vous aurez tout intérêt à le découper en plusieurs parties. Pour cela, il existe des balises HTML, qui permettent de définir les 3 zones du tableau. L'en-tête, en haut, il se définit avec les balises TA. Le corps, au centre, il se définit avec les balises body. Le pied du tableau, en bas, il se définit avec les balises foo. Que mettre dans le pied de tableau? Généralement, si c'est un long tableau, vous y recopiez les cellules d'en-tête. Cela permet de voir, même en bas du tableau, à quoi se rapporte chacune des colonnes. Schématiquement, un tableau en 3 parties se découpe, donc comme illustré à la figure suivante. C'est un peu déroutant, mais il est conseillé d'écrire les balises dans l'ordre suivant.
la balise TA, la balise foo, la balise body. Dans le code, on renseigne donc d'abord la partie du haut, ensuite la partie du bas, et enfin la partie principale. Le navigateur se chargera d'afficher chaque élément au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Voici donc le code à écrire pour construire le tableau en 3 parties. Dans certains tableaux complexes, vous aurez besoin de fusionner des cellules entre elles. Un exemple de fusion? Regardez le tableau à la figure suivante, qui dresse une liste de films et indique à qui il s'adresse. Pour le dernier film, vous voyez que les cellules ont été fusionnées, elles ne font plus qu'une. C'est exactement l'effet qu'on cherche à obtenir. Pour effectuer une fusion, on rajoute un attribut à la balise. Il faut savoir qu'il existe 2 types de fusion. La fusion de colonne, c'est ce que je viens de faire dans cet exemple. La fusion s'effectue horizontalement. On utilisera l'attribut de callspan. La fusion de lignes, là, 2 lignes seront groupées entre elles. La fusion s'effectuera verticalement. On utilisera l'attribut rowspan. Comme vous le savez, vous devez donner une valeur à l'attribut, que ce soit callspan ou rowspan. Il faut indiquer le nombre de cellules à fusionner entre elles. Dans notre exemple, nous avons fusionné 2 cellules, celle de la colonne pour enfants, et celle de pour adolescents, point. On devra donc écrire ceci. Qui signifie, cette cellule a la fusion de 2 cellules. Il est possible de fusionner plus de cellules à la fois, 3, 4, 5 autant que vous voulez. Voilà le code HTML, qui me permet de réaliser la fusion correspondant au tableau précédent. Une remarque importante, vous voyez que la ligne 19, ne contient que 2 cellules au lieu de 3, il n'y a que 2 balises. C'est tout à fait normal car j'ai fusionné les 2 dernières cellules entre elles. L'indique que cette cellule prend la place de 2 cellules à la fois. Et pour la fusion verticale avec callspan, on fait comment? Cela se complique un petit peu. Pour notre exemple, nous allons inverser l'ordre de notre tableau, au lieu de mettre les titres de films à gauche, on va les placer en haut. C'est une autre façon de voir le tableau, au lieu de le construire en hauteur, on peut le construire en longueur. Dans ce cas, le callspan est plus adapté, c'est un rowspan qu'il faut utiliser. Toute page HTML peut être enrichie de formulaires interactifs, qui invitent vos visiteurs à renseigner des informations, saisir du texte, sélectionner des options, valider avec un bouton, tout est possible. Nous arrivons cependant aux limites du langage HTML, car il faut ensuite pouvoir analyser les informations que le visiteur a saisies et cela ne peut pas se faire en langage HTML. Comme nous allons le voir, le traitement des résultats doit s'effectuer dans un autre langage, par exemple le PHP. En attendant, nous avons un grand nombre de nouvelles balises HTML à découvrir. Bienvenue dans le monde merveilleux des formulaires, un monde où les boutons, les cases à cocher et les listes déroulantes vivent en harmonie, enfin presque. Lorsqu'il vous prend subitement l'envie d'insérer un formulaire dans votre page HTML, vous devez pour commencer écrire une balise forme. C'est la balise principale du formulaire, elle permet d'en indiquer le début et la fin. Notez qu'il faut obligatoirement mettre des balises de type bloc, comme, à l'intérieur de votre formulaire, si vous souhaitez y faire figurer du texte. Voilà pour la structure de base. Maintenant, soyez attentifs, ce que j'ai à vous dire n'est pas évident, parce qu'on est à la limite du HTML. On va prendre un exemple pour que les choses soient claires. Supposons que votre visiteur vienne de taper un commentaire dans votre formulaire, par exemple un message qu'il aimerait publier sur vos forums. Ce message doit être envoyé, pour que vous puissiez le recevoir, logique, non, et l'afficher pour vos autres visiteurs. Eh bien c'est là le problème, ou plutôt les problèmes, que l'on va se poser. Problème NDLG1, comment envoyer le texte saisi par le visiteur? Par quel moyen? Problème NDLG2, une fois que les données ont été envoyées, comment les traiter? Souhaitez-vous recevoir le message automatiquement, par mail ou préférez-vous qu'un programme se charge de l'enregistrer quelque part, puis de l'afficher sur une page visible par tout le monde? Pour fournir les réponses à ces 2 problèmes, vous devez ajouter 2 attributs à la balise. Meto, cet attribut indique par quel moyen les données vont être envoyées. Réponse au problème NDLG1. Il existe 2 solutions pour envoyer des données sur le web. Meto égale à get, c'est une méthode en général assez peu adaptée, car elle est limitée à 255 caractères. La particularité vient du fait que les informations seront envoyées dans l'adresse de la page, HTTP, mais ce détail ne nous intéresse pas vraiment pour le moment. La plupart du temps, je vous recommande d'utiliser l'autre méthode, POST. Meto égale à POST, c'est la méthode la plus utilisée pour les formulaires, car elle permet d'envoyer un grand nombre d'informations. Les données saisies dans le formulaire ne transitent pas par la barre d'adresse. Action, c'est l'adresse de la page ou du programme, qui va traiter les informations. Réponse au problème NDLG2. Cette page se chargera de vous envoyer un email avec le message si c'est ce que vous voulez, ou bien d'enregistrer le message avec tous les autres dans une base de données. Cela ne peut pas se faire en HTML et CSS, on utilisera en général un autre langage, dont vous avez peut-être entendu parler, PHP. On va donc maintenant compléter la balise avec les 2 attributs qu'on vient de voir.
Pour moto, vous l'aurez deviné, je vais mettre la valeur post. Pour action, je vais taper le nom d'une page fictive en PHP, traitement PHP. C'est cette page qui sera appelée, lorsque le visiteur cliquera sur le bouton d'envoi du formulaire. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur de la page traitement PHP, je vous demande de me faire confiance, et d'imaginer que cette page existe et fonctionne. Notre priorité, pour le moment, est de découvrir en HTML, CSS comment faire pour insérer des zones de texte, des boutons et des cases à cocher dans votre page web. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons passer en revue les différentes balises HTML permettant de saisir du texte dans un formulaire. Il faut savoir qu'il y a deux zones de texte différentes. La zone de texte monoligne, comme son nom l'indique, on ne peut y écrire qu'une seule ligne. Elle sert à saisir des textes courts, par exemple un pseudo. La zone de texte multiligne, cette zone de texte permet d'écrire une quantité importante de texte sur plusieurs lignes, par exemple une dissertation sur l'utilité du HTML dans le développement des pays d'Asie du Sud-Est, ce n'est qu'une suggestion 1. La figure suivante montre à quoi ressemble une zone de texte monoligne. Pour créer une zone de texte à une ligne, on doit écrire ceci. Il faut donner un nom à votre zone de texte. Ce nom n'apparaît pas sur la page, mais il vous sera indispensable par la suite. En effet, cela vous permettra, en PHP par exemple, de reconnaître d'où viennent les informations, vous saurez que tel texte est le pseudo du visiteur, tel texte est le mot de passe qu'il a choisi, etc. Pour donner un nom à un élément de formulaire, on utilise l'attribut name. Ici, on va supposer qu'on demande au visiteur de rentrer son pseudo. Essayons donc de créer un formulaire très basique avec notre champ de texte. Comme d'habitude, je vous invite fortement à essayer ce code chez vous, afin d'observer le résultat. Les libellés. Cette zone de texte est bien jolie, mais si votre visiteur tombe dessus, il ne sait pas ce qu'il doit écrire. C'est justement le rôle de la balise label. Ce code donne exactement le résultat que vous avez pu observer à la figure précédente. Mais cela ne suffit pas. Il faut lier le label à la zone de texte. Pour ce faire, on doit donner un nom à la zone de texte, non pas avec l'attribut name, mais avec l'attribut ID, que l'on peut utiliser sur toutes les balises. Un name et un ID sur le champ, cela ne va-t-il pas faire double emploi? Si, un peu. Personnellement, je donne la même valeur au name et à l'id, cela ne pose pas de problème. Pour lier le label au champ, il faut lui donner un attribut fort, qui a la même valeur que l'id du champ. Le mieux est de le voir sur un exemple. Essayez de cliquer sur le texte votre pseudo, vous allez voir que le curseur se place automatiquement dans la zone de texte correspondante. Quelques attributs supplémentaires. On peut ajouter un certain nombre d'autres attributs à la balise pour personnaliser son fonctionnement. On peut agrandir le champ avec size. On peut limiter le nombre de caractères, que l'on peut saisir avec maxlength. On peut pré-remplir le champ avec une valeur par défaut à l'aide de value. On peut donner une indication sur le contenu du champ avec placeholder. Cette indication disparaîtra, dès que le visiteur aura cliqué à l'intérieur du champ. Dans l'exemple suivant, la zone de texte contient une indication permettant de comprendre ce qu'il faut saisir. Le champ fait 30 caractères de long, mais on ne peut écrire que 10 caractères maximum à l'intérieur. Testez vous-même le résultat pour observer le comportement du champ. En attendant, voici le rendu du champ dans son état initial en figure suivante. Vous pouvez facilement faire en sorte que la zone de texte se comporte comme une zone de mot de passe, c'est-à-dire une zone où on ne voit pas à l'écran les caractères saisis. Pour créer ce type de zone de saisie, utilisez l'attribut type égal à password. Je complète mon formulaire. Il demande maintenant au visiteur son pseudo et son mot de passe. Testez la zone de mot de passe, vous verrez que les caractères ne s'affichent pas à l'écran, comme sur la figure suivante. Pour créer une zone de texte multiligne, on change de balise, nous allons utiliser la balise textarea. Comme pour tout autre élément du formulaire, il faut lui donner un nom avec name, et utiliser un label qui explique de quoi il s'agit. Et voici le résultat en image. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu petit. Heureusement, on peut modifier la taille du textarea de deux façons différentes. En CSS, il suffit d'appliquer les propriétés CSS width et Ecto. Avec des attributs, on peut ajouter les attributs row et col à la balise. Le premier indique le nombre de lignes de texte, qui peuvent être affichées simultanément, et le second le nombre de colonnes. Pourquoi ouvre-t-on la balise textarea pour la fermer juste après? Vous pouvez pré-remplir-la avec une valeur par défaut. Dans ce cas, on n'utilise pas l'attribut value, on écrit tout simplement le texte par défaut entre la balise ouvrante et la balise fermante. HTML, 5 apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles relatives au formulaire. De nouveaux types de champs sont en effet apparus avec cette version. Il suffit de donner à l'attribut type de la balise input, l'une des nouvelles valeurs disponibles. Faisons un petit tour d'horizon. Vous pouvez demander à saisir une adresse email. Le champ vous semblera a priori identique, mais votre navigateur sait désormais que l'utilisateur doit saisir une adresse email. Il peut afficher une indication, si l'adresse n'est pas un email, c'est ce que fait Firefox par exemple. Sachez que certains navigateurs, comme les navigateurs mobiles sur iPhone et Android, affichent un clavier adapté à la saisie de mail. Avec le type URL, on peut demander à saisir une adresse absolue.
Même principe, si le champ ne vous semble pas différent sur votre ordinateur, sachez que celui-ci comprend bel et bien que le visiteur est censé saisir une adresse. Les navigateurs mobiles affichent par exemple un clavier adapté à la saisie d'URL. Ce champ est dédié à la saisie de numéros de téléphone. Sur iPhone, par exemple, un clavier adapté s'affiche lorsqu'on doit remplir le champ. Ce champ permet de saisir un nombre entier. Le champ s'affichera en général avec des petites flèches pour changer la valeur. Vous pouvez personnaliser le fonctionnement du champ avec les attributs suivants. Min, valeur minimale autorisée. Max, valeur maximale autorisée. Stay, c'est le pas de déplacement. Si vous indiquez un pas de 2, le champ n'acceptera que des valeurs de 2 en 2, par exemple 0, 2, 4, 6. Le type range permet de sélectionner un nombre avec un curseur, aussi appelé slidé, comme à la figure suivante. Vous pouvez utiliser là aussi les attributs min, max et stay pour restreindre les valeurs disponibles. Ce champ permet de saisir une couleur. Différents types de champs de sélection de date existent. Date, pour la date, 5 août 1985 par exemple. Time, pour l'heure, 13h37 par exemple. Week, pour la semaine. Month, pour le mois. Date team, pour la date et l'heure, avec gestion du décalage horaire. Date team local pour la date et l'heure, sans gestion du décalage horaire. On peut créer un champ de recherche comme ceci. Le navigateur décide ensuite comment afficher le champ de recherche. Ainsi, il peut ajouter une petite loupe au champ pour signifier que c'est un champ de recherche et éventuellement mémoriser les dernières recherches effectuées par le visiteur. HTML vous offre une ribambelle d'éléments d'options à utiliser dans votre formulaire. Ce sont des éléments qui demandent au visiteur de faire un choix parmi une liste de possibilités. Nous allons passer en revue les cases à cocher, les zones d'options, les listes déroulantes, les cases à cocher. Créer une case à cocher, rien de plus simple. Nous allons réutiliser la balise input, en spécifiant cette fois le type checkbox. Rajouter un bien placé, et le tour est joué. Et voici le résultat en figure suivante. N'oubliez pas de donner un nom différent à chaque case à cocher, cela vous permettra d'identifier plus tard lesquelles ont été cochées par le visiteur. Enfin, sachez que vous pouvez faire en sorte qu'une case soit cochée par défaut avec l'attribut checked. Les zones d'options vous permettent de faire un choix, et un seul, parmi une liste de possibilités. Elles ressemblent un peu aux cases à cocher, mais il y a une petite difficulté supplémentaire, elles doivent être organisées en groupes. Les options d'un même groupe possèdent le même nom, mais chaque option doit avoir une valeur, value, différente. La balise à utiliser est toujours un input, avec cette fois la valeur radio pour l'attribut type. Les choses seront plus claires sur l'exemple ci-dessous. Ce qui nous donne la figure suivante. Pourquoi avoir mis le même nom pour chaque option? Tout simplement pour que le navigateur sache de quel groupe le bouton fait partie. Essayez d'enlever les attributs NAM, vous verrez qu'il devient possible de sélectionner tous les éléments d'option. Or, ce n'est pas ce que l'on veut, c'est pour cela qu'on les lie entre eux en leur donnant un nom identique. Vous noterez que cette fois on a choisi un ID différent de NAM. En effet, les valeurs de NAM étant identiques, on n'aurait pas pu différencier les ID, et vous savez bien qu'un ID doit être unique. Voilà donc pourquoi on a choisi de donner à l'ID la même valeur que value. Si vous avez deux zones d'options différentes, il faut donner un NAM unique à chaque groupe, comme ceci. L'attribut checked est, là aussi, disponible pour sélectionner une valeur par défaut. Les listes déroulantes sont un autre moyen élégant de faire un choix parmi plusieurs possibilités. Le fonctionnement est un peu différent. On va utiliser la balise select, qui indique le début et la fin de la liste déroulante. On ajoute l'attribut NAM à la balise pour donner un nom à la liste. Puis, à l'intérieur de la balise select, nous allons placer plusieurs balises options, une par choix possible. On ajoute à chacune d'elles un attribut value pour pouvoir identifier ce que le visiteur a choisi. Voici un exemple d'utilisation. Le résultat obtenu est représenté à la figure suivante. Si vous voulez qu'une option soit sélectionnée par défaut, utilisez cette fois l'attribut selected. Vous pouvez aussi grouper vos options avec la balise opgroup. Dans notre exemple, pourquoi ne pas séparer les pays en fonction de leur continent? Nous y sommes presque. Il ne nous reste plus qu'à agrémenter notre formulaire de quelques dernières fonctionnalités, comme la validation, puis nous pourrons ajouter le bouton d'envoi du formulaire. Si votre formulaire grossit et comporte beaucoup de champs, il peut être utile de les regrouper au sein de plusieurs balises FLC. Chaque FLC peut contenir une légende avec la balise, légende comme il est utilisé dans cet exemple. Le résultat obtenu est représenté à la figure suivante. Vous pouvez placer automatiquement le curseur dans l'un des champs de votre formulaire avec l'attribut autofocus. Dès que le visiteur chargera la page, le curseur se placera dans ce champ. Par exemple, pour que le curseur soit par défaut dans le champ prénom, on peut écrire ceci. Vous pouvez faire en sorte qu'un champ soit obligatoire en lui donnant l'attribut required. Le navigateur indiquera alors au visiteur, si le champ est vide au moment de l'envoi, qu'il doit impérativement être rempli. Il ne nous reste plus qu'à créer le bouton d'envoi. Là encore, la balise vient à notre secours. Elle existe en 4 versions. Type égal à submit, le principal bouton d'envoi de formulaire. C'est celui que vous utiliserez le plus souvent.
le visiteur sera conduit à la page indiquée dans l'attribut action du formulaire. Type égale à reset, remise à 0 du formulaire. Type égale à image, équivalent du bouton submis, présenté cette fois sous forme d'image. Rajoutez l'attribut src pour indiquer l'URL de l'image. Type égale à bouton, bouton générique, qui n'aura, par défaut, aucun effet. En général, ce bouton est géré en JavaScript pour exécuter des actions sur la page. Nous ne l'utiliserons pas ici. On peut changer le texte affiché à l'intérieur des boutons avec l'attribut value. Pour créer un bouton d'envoi, on écrira donc par exemple, ce qui nous donne la figure suivante. Lorsque vous cliquez sur le bouton envoyer, le formulaire vous amène alors à la page indiquée dans l'attribut action. Souvenez-vous, nous avions imaginé une page fictive, traitement PHP. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas créer cette page seulement en HTML. Il est nécessaire d'apprendre un nouveau langage, comme le PHP, pour pouvoir récupérer les informations saisies et décider quoi en faire. Cela tombe bien, j'ai aussi rédigé un cours sur le langage PHP pour ceux que cela intéresse. Depuis l'arrivée de YouTube et Dailymotion, il est devenu courant aujourd'hui de regarder des vidéos sur des sites web. Il faut dire que l'arrivée du haut débit a aidé à démocratiser les vidéos sur le web. Cependant, aucune balise HTML ne permettait jusqu'ici de gérer la vidéo. Il fallait à la place utiliser un plugin, comme Flash. Celui-ci reste encore en partie utilisé pour regarder des vidéos sur YouTube, Dailymotion, Vimeo et ailleurs. Mais utiliser un plugin a de nombreux défauts, on dépend de ceux qui gèrent le plugin, en l'occurrence, l'entreprise Adobe, qui possède Flash, on ne peut pas toujours contrôler son fonctionnement, il y a parfois des failles de sécurité. Au final, c'est assez lourd. C'est pour cela que de nouvelles balises standards ont été créées en HTML5, la balise vidéo et la balise audio. Lorsque je vous ai présenté les images et la balise, j'ai commencé par un petit tour d'horizon des différents formats d'images, JPEG, PNG, GIF, etc. Pour la vidéo et l'audio, je vais faire pareil mais c'est plus compliqué. En fait, le fonctionnement des vidéos est même tellement complexe qu'on pourrait faire un cours entier à ce sujet. Étant donné qu'on parle ici de HTML, nous n'allons pas passer toutes nos prochaines nuits à étudier les subtilités de l'encodage vidéo. Je vais donc simplifier les choses, et vous expliquer juste ce que vous avez besoin de savoir. Les formats audio. Pour diffuser de la musique ou n'importe quel son, il existe de nombreux formats. La plupart d'entre eux sont compressés, comme le sont les images JPEG, PNG et GIF, ce qui permet de réduire leur poids. MP3, vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu parler. C'est l'un des plus vieux, mais aussi l'un des plus compatibles. Tous les appareils savent lire des MP3, ce qui fait qu'il est toujours très utilisé aujourd'hui. AAC, utilisé majoritairement par Apple sur iTunes, c'est un format de bonne qualité. Les iPhone et autres iPads savent les lire sans problème. OGG, le format OGG Vorbi est très répandu dans le monde du logiciel libre, notamment sous Linux. Ce format a l'avantage d'être libre, c'est-à-dire qu'il n'est protégé par aucun brevet. WAV, format non compressé, évitez autant que possible de l'utiliser, car le fichier est très volumineux avec ce format. C'est un peu l'équivalent du bitmap, BMP, pour l'audio. La compatibilité dépend des navigateurs, mais elle évolue dans le bon sens au fil du temps. Pensez à consulter Canuscom pour connaître la compatibilité actuelle du MP3, AAC, OGG, WAV. Le stockage de la vidéo est autrement plus complexe. On a besoin de 3 éléments. Un format conteneur, c'est un peu comme une boîte qui va servir à contenir les 2 éléments ci-dessous. On reconnaît en général le type de conteneur à l'extension du fichier, AVI, MP4, MKV. Un codec audio, c'est le format du son de la vidéo, généralement compressé. Nous venons de les voir, on utilise les mêmes, MP3, AAC, OGG. Un codec vidéo, c'est le format qui va compresser les images. C'est là que les choses se corsent, car ces formats sont complexes, et on ne peut pas toujours les utiliser gratuitement. Les principaux à connaître pour le web sont H264, l'un des plus puissants et des plus utilisés aujourd'hui, mais il n'est pas 100% gratuit. En fait, on peut l'utiliser gratuitement dans certains cas, comme la diffusion de vidéos sur un site web personnel, mais il y a un flou juridique, qui fait qu'il est risqué de l'utiliser à tout va. OGG Tora, un codec gratuit et libre de droit, mais moins puissant que H264. Il est bien reconnu sous Linux mais, sous Windows, il faut installer des programmes pour pouvoir le lire. WebM, un autre codec gratuit et libre de droit, plus récent. Proposé par Google, c'est le concurrent le plus sérieux de H264 à l'heure actuelle. Là encore, surveillez bien la compatibilité sur Canuscom, H264, OGG Tora, WebM. Le format H264 semble sortir du lot. Il est quand même conseillé si possible de proposer chaque vidéo dans plusieurs formats, pour qu'elle soit lisible sur un maximum de navigateurs. Pour convertir une vidéo dans ces différents formats, je vous conseille l'excellent logiciel gratuit Miro Video Converter, pour macOS 10, pour Windows. Il vous suffit de glisser et déposer votre vidéo dans la fenêtre du programme, et de sélectionner le format de sortie souhaité. Cela vous permettra de créer plusieurs versions de votre vidéo. En théorie, il suffit d'une simple balise pour jouer un son, sur notre page comme il est indiqué dans cette ligne de code.
En pratique, c'est un peu plus compliqué que cela. Si vous testez ce code vous ne verrez rien. En effet, le navigateur va seulement télécharger les informations générales sur le fichier, on parle de métadonnées, mais il ne se passera rien de particulier. Vous pouvez compléter la balise des attributs suivants. CTRL, pour ajouter les boutons lecture, posez la barre de défilement. Cela peut sembler indispensable, et vous vous demandez peut-être pourquoi cela n'y figure pas par défaut, mais certains sites web préfèrent créer eux-mêmes leurs propres boutons, et commander la lecture avec du JavaScript. 8. Pour modifier la largeur de l'outil de lecture audio. La musique sera jouée en boucle. Autoplay, la musique sera jouée dès le chargement de la page. Évitez d'en abuser, c'est en général irritant d'arriver sur un site qui joue de la musique tout seul. Preload indique si la musique peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut peut prendre les valeurs. Auto, par défaut, le navigateur décide s'il doit précharger toute la musique, uniquement les métadonnées ou rien du tout. Metadata, charge uniquement les métadonnées, durée, etc. Non, pas de préchargement. Utile si vous ne voulez pas gaspiller de bande passante sur votre site. Ajoutons les contrôles et ce sera déjà mieux. L'apparence du lecteur audio change en fonction du navigateur. La figure suivante représente par exemple, le lecteur audio dans Google Chrome. Pourquoi ouvrir la balise pour la refermer immédiatement après? Cela vous permet d'afficher un message, ou de proposer une solution de secours pour les navigateurs qui ne gèrent pas cette nouvelle balise, donc on doit ajouter le message entre les balises audio, comme il est indiqué dans cet exemple. Ceux qui ont un navigateur récent ne verront pas le message. Les anciens navigateurs, qui ne comprennent pas la balise, afficheront en revanche le texte qui se trouve à l'intérieur. Et si le navigateur ne gère pas le MP3, comment faire? Il faut proposer plusieurs versions du fichier audio. Dans ce cas, on va construire notre balise comme ceci. Le navigateur prendra automatiquement le format qu'il reconnaît. Il suffit d'une simple balise vidéo pour insérer une vidéo dans la page. Mais, là encore, vous risquez d'être déçu si vous utilisez seulement ce code. Aucun contrôle ne permet de lancer la vidéo. Rajoutons quelques attributs, la plupart sont les mêmes que pour la balise audio. Poster, image à afficher à la place de la vidéo, tant que celle-ci n'est pas lancée. Par défaut, le navigateur prend la première image de la vidéo mais, comme il s'agit souvent d'une image noire, ou d'une image peu représentative de la vidéo, je vous conseille d'en créer une. Vous pouvez tout simplement faire une capture d'écran d'un moment de la vidéo. CTRL, pour ajouter les boutons lecture, posez la barre de défilement. Cela peut sembler indispensable, mais certains sites web préfèrent créer eux-mêmes leurs propres boutons, et commander la lecture avec du JavaScript. En ce qui nous concerne, ce sera largement suffisant. 8. Pour modifier la largeur de la vidéo. 8. Pour modifier la hauteur de la vidéo. Loop, la vidéo sera jouée en boucle. Autoplay, la vidéo sera jouée dès le chargement de la page. Là encore, évitez d'en abuser, c'est en général irritant d'arriver sur un site qui lance quelque chose tout seul. Preload indique si la vidéo peut être préchargée dès le chargement de la page ou non. Cet attribut peut prendre les valeurs. Auto, par défaut, le navigateur décide s'il doit précharger toute la vidéo, uniquement les métadonnées ou rien du tout. Metadata, charge uniquement les métadonnées, durée, dimension, etc. Nan, pas de préchargement. Utile si vous souhaitez éviter le gaspillage de bande passante sur votre site. Voici un code un peu plus complet. Pourquoi ouvrir et refermer immédiatement après la balise? La réponse est la même que pour la balise audio. Cela vous permet d'afficher un message, ou d'utiliser une technique de secours, en flash, si le navigateur ne reconnaît pas la balise. Comment contenter tous les navigateurs, puisque chacun reconnaît des formats vidéo différents? Vous utiliserez la balise à l'intérieur de la balise pour proposer différents formats. Le navigateur prendra celui qu'il reconnaît. Comment afficher la vidéo en plein écran? Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. En fait, il existe bien un moyen sous Firefox mais il est un peu caché, il faut faire un clic droit sur la vidéo, puis sélectionner plein écran. Il n'y a pas de moyen de forcer le plein écran, même en JavaScript. Cela peut se comprendre, car des sites pourraient perturber fortement la navigation des visiteurs en affichant des vidéos en plein écran sans leur demander leur accord. Comment protéger ma vidéo? Je ne veux pas qu'on puisse la copier facilement. Ce n'est pas possible. Les balises n'ont pas été conçues pour limiter ou empêcher le téléchargement. C'est assez logique quand on y pense, pour que le visiteur puisse voir la vidéo, il faut bien de toute façon qu'il la télécharge d'une manière ou d'une autre. N'espérez donc pas empêcher le téléchargement de votre vidéo avec cette technique. Savez-vous quelle est la première préoccupation des webmasters, qui mettent en place le design de leur site? La résolution d'écran de leurs visiteurs. Et oui, selon les écrans, il y a plus ou moins de place, plus ou moins de pixels de largeur. Cette information est importante. Lorsque vous construisez un design, comment votre site doit-il s'afficher en fonction des différentes résolutions d'écran? Si vous avez un écran large, vous risquez d'oublier que certaines personnes naviguent avec des écrans plus petits. Et je ne vous parle même pas des navigateurs des smartphones, qui sont encore moins larges. C'est là que les médias queries entrent en jeu. Ce sont des règles à appliquer pour changer le design d'un site en fonction des caractéristiques de l'écran.
Grâce à cette technique, nous pourrons créer un design qui s'adapte automatiquement à l'écran de chaque visiteur. Les Media Query font partie des nouveautés de CSS3. Il ne s'agit pas de nouvelles propriétés, mais de règles que l'on peut appliquer dans certaines conditions. Concrètement, vous allez pouvoir dire si la résolution de l'écran du visiteur est inférieure à tant, alors applique les propriétés CSS suivantes. Cela vous permet de changer l'apparence du site dans certaines conditions, vous pourrez augmenter la taille du texte, changer la couleur de fond, positionner différemment votre menu dans certaines résolutions, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Media Query ne concernent pas que les résolutions d'écran. Vous pouvez changer l'apparence de votre site en fonction d'autres critères comme le type d'écran, smartphone, télévision, projecteur, le nombre de couleurs, l'orientation de l'écran, portrait au paysage, etc. Les possibilités sont très nombreuses. Les Media Query sont donc des règles qui indiquent quand on doit appliquer des propriétés CSS. Il y a deux façons de les utiliser. En chargeant une feuille de style CSS différente en fonction de la règle X, si la résolution est inférieure à 1280 px de large, charge le fichier petite résolution.css. En écrivant la règle directement, dans le fichier .css habituel, X, si la résolution est inférieure à 1280 px de large, charge les propriétés CSS ci-dessous. Vous vous souvenez de la balise link qui permet, dans notre code HTML, de charger un fichier .css? On peut lui ajouter un attribut média, dans lequel on va écrire la règle qui doit s'appliquer, pour que le fichier soit chargé. On dit qu'on fait une requête de média, Media Query en anglais. Voici un exemple. Au final, votre code HTML pourrait proposer plusieurs fichiers CSS, un par défaut, qui est chargé dans tous les cas, et un ou deux autres qui seront chargés en supplément uniquement, si la règle correspondante s'applique. Une autre technique, que je préfère personnellement pour des raisons pratiques, consiste à écrire ces règles dans le même fichier CSS que d'habitude. Dans ce cas, on écrit la règle dans le fichier .css comme ceci. Il existe de nombreuses règles permettant de construire des Media Query. Je vous présente ici les principales. Color, gestion de la couleur, ambit, pixel. Height, hauteur de la zone d'affichage, fenêtre. Width, largeur de la zone d'affichage, fenêtre. Devsect, hauteur du périphérique. Device-width, largeur du périphérique. Orientation, orientation du périphérique, portrait au paysage. Média, type d'écran de sortie. Quelques-unes des valeurs possibles. Screen, écran classique. Panel, périphérique mobile. Train, impression. TV, télévision. Projection, projecteur. Hall, tous les types d'écran. On peut rajouter le préfixe min-max devant la plupart de ces règles. Ainsi, min-width signifie largeur minimale, max-sect hauteur maximale, etc. La différence entre width et devsect se perçoit surtout sur les navigateurs mobiles des smartphones, nous en reparlerons plus loin. Les règles peuvent être combinées à l'aide des mots suivants. Only, uniquement. And, et, no, non. Voici quelques exemples de Media Query pour vous aider à bien comprendre le principe. Alors que ce cours touche à sa fin, la tentation est grande de penser que l'on a tout vu. Tout vu? Vous n'avez quand même pas cru cela? Allons bon, il vous reste des centaines de choses à découvrir, que ce soit sur HTML, CSS, ou les technologies qui y sont liées, PHP, JavaScript. Ce chapitre a pour but de vous donner quelques directions pour compléter votre apprentissage. Alors ne soyez pas triste, car vous n'avez pas fini de faire des découvertes. JavaScript est un langage qui existe depuis de nombreuses années maintenant, et que l'on utilise fréquemment, sur le web en plus de HTML et CSS. C'est probablement l'un des premiers langages, que vous voudrez apprendre maintenant, que vous avez des connaissances en HTML et CSS. À quoi JavaScript peut-il bien servir? On ne peut pas tout faire avec HTML et CSS. On peut faire déjà beaucoup de choses en HTML et CSS mais, lorsqu'on veut rendre sa page plus interactive, un langage comme JavaScript devient indispensable. Voici quelques exemples de à quoi peut servir JavaScript. On l'utilisera le plus souvent, pour modifier des propriétés CSS sans avoir à recharger la page. Par exemple, vous pointez sur une image et le fond de votre site change de couleur, ce n'est pas possible à faire avec un OV car cela concerne deux balises différentes, c'est bien là une limite du CSS. On peut l'utiliser aussi pour modifier le code source HTML sans avoir à recharger la page, pendant que le visiteur consulte la page. Il permet aussi d'afficher des boîtes de dialogue à l'écran du visiteur, ou encore de modifier la taille de la fenêtre. JavaScript est un langage qui se rapproche des langages de programmation tels que le C, C++, Python, Ruby. À l'inverse, HTML et CSS sont davantage des langages de description, ils décrivent comment la page doit apparaître, mais ils ne donnent pas d'ordre direct à l'ordinateur, fais ceci, fais cela. Contrairement à JavaScript. JavaScript est régulièrement utilisé aujourd'hui pour faire de l'Ajax, asynchrone ou JavaScript and XML. Cette technique permet de modifier une partie de la page web que le visiteur consulte en échangeant des données avec le serveur. Cela donne l'impression que les pages sont plus dynamiques et plus réactives. Le visiteur n'a plus besoin de recharger systématiquement toute la page.
Les navigateurs sont de plus en plus efficaces dans leur traitement de JavaScript, ce qui fait que les pages qui utilisent JavaScript sont de plus en plus réactives. On peut ainsi arriver aujourd'hui à créer des sites qui deviennent littéralement des applications web, l'équivalent de logiciels mais disponibles sous forme de sites web. Un exemple célèbre, Google Docs, la suite bureautique de Google, disponible sur le web. Le W3C ne travaille pas que sur les langages HTML et CSS. Ce sont certes les plus connus, mais le W3C cherche aussi à définir d'autres technologies qui viennent compléter HTML et CSS. Elles sont nombreuses et on les confond d'ailleurs souvent avec HTML5. En fait, HTML5 est devenu un mot très utilisé, qui fait référence à d'autres technologies que HTML. Quand quelqu'un vous parle de HTML5 aujourd'hui, il fait peut-être aussi référence à d'autres éléments, qui sortent du cadre strict du HTML. Voici une petite liste de ces nouvelles technologies introduites en parallèle de HTML5. Notez que certaines ne sont pas vraiment nouvelles, mais elles reviennent sur le devant de la scène. Canva permet de dessiner au sein de la page web, à l'intérieur de la balise HTML Canva. On peut dessiner des formes, triangles, cercles, mais aussi ajouter des images, les manipuler, appliquer des filtres graphiques. Au final, cela nous permet de réaliser aujourd'hui de véritables jeux, et des applications graphiques directement dans des pages web. SVG permet de créer des dessins vectoriels au sein des pages web. À la différence de Canva, ces dessins peuvent être agrandis à l'infini, c'est le principe du vectoriel. Le logiciel Inkscape est connu pour permettre de dessiner des SVG. Drag and Drop permet de faire glisser et déposer des objets dans la page web, de la même façon qu'on peut faire glisser et déposer des fichiers sur son bureau. Gmail l'utilise pour permettre d'ajouter facilement des pièces jointes à un email. Felapi permet d'accéder aux fichiers stockés sur la machine du visiteur, avec son autorisation. On l'utilisera notamment en combinaison avec le Drag and Drop. Géolocalisation, pour localiser le visiteur, et lui proposer des services liés au lieu où il se trouve, exemple, les horaires des salles de cinéma proches. La localisation n'est pas toujours très précise, mais cela peut permettre de repérer un visiteur à quelques kilomètres près, avec son accord. Web Storage permet de stocker un grand nombre d'informations sur la machine du visiteur. C'est une alternative plus puissante au traditionnel cookie. Les informations sont hiérarchisées, comme dans une base de données. AppCache permet de demander au navigateur de mettre en cache certains fichiers, qu'il ne cherchera alors plus à télécharger systématiquement. Très utile pour créer des applications web, qui peuvent fonctionner même en mode hors ligne, déconnecté. WebSocket permet des échanges plus rapides, en temps réel, entre le navigateur du visiteur, et le serveur qui gère le site web. C'est une sorte d'Ajax amélioré. C'est un peu l'avenir des applications web, qui pourront devenir aussi réactifs que les vrais programmes. WebGL permet d'introduire de la 3D dans les pages web, en utilisant le standard de la 3D Opengle. Les scènes 3D sont directement gérées par la carte graphique. La plupart de ces technologies s'utilisent avec JavaScript. Il s'agit donc de nouvelles fonctionnalités, que l'on peut utiliser en JavaScript. Comme vous le voyez, vous avez de nouveaux mondes à découvrir. Dès que vous connaîtrez suffisamment JavaScript, vous pourrez aller encore plus loin, dans la gestion de votre site web, que vous pourrez même transformer en véritable application. Les langages dont nous allons parler ici, sont eux aussi des langages de programmation. Comme JavaScript, oui, mais avec une différence importante, JavaScript s'exécute sur la machine de vos visiteurs, tandis que les langages que nous allons voir s'exécutent sur le serveur qui contient votre site web. Quelle différence cela fait-il, que le programme tourne sur la machine du visiteur ou sur le serveur? Les différences sont importantes. Tout d'abord, en termes de puissance, un serveur sera bien souvent plus rapide que la machine de vos visiteurs, ce qui permet d'effectuer des calculs plus complexes. Vous avez aussi davantage de contrôle côté serveur qu'en JavaScript. Mais le JavaScript reste irremplaçable, car il y a certaines actions que vous ne pouvez faire que du côté visiteur. Les langages serveurs permettent de générer la page web lorsque le visiteur arrive sur votre site, comme il est indiqué dans la figure suivante. Chaque visiteur peut donc obtenir une page web personnalisée suivant ses besoins. Les langages ne servent donc pas aux mêmes choses, mais ils se complètent. Si vous combinez HTML plus CSS plus JavaScript plus PHP, par exemple, vous pouvez faire de l'Ajax, échange de données entre la page et le serveur, vous pouvez effectuer des calculs, stocker des informations dans des bases de données, bref, faire de vrais sites web dynamiques. Les langages côté serveur sont nombreux. Citons-en quelques-uns. PHP, l'un des plus connus. Facile à utiliser et puissant, il est utilisé notamment par Facebook. J'ai d'ailleurs rédigé un cours sur PHP, que vous êtes nombreux à suivre après avoir appris HTML et CSS. Java 2E, très utilisé dans le monde professionnel, il s'agit d'une extension du langage Java, qui permet de réaliser des sites web dynamiques, puissants et robustes. Au début, il est un peu plus complexe à prendre en main que PHP. ASP.NET, assez semblable à G, c'est le langage de Microsoft. On l'utilise en combinaison avec d'autres technologies Microsoft, Windows Server. Il utilise le puissant framework .NET, véritable couteau suisse des développeurs, qui offre de nombreuses fonctionnalités.
Django, une extension du langage Python, qui permet de réaliser rapidement et facilement des sites web dynamiques. Il est connu pour générer des interfaces d'administration prêtes à l'emploi. Ruby on Rails, une extension du langage Ruby, assez similaire à Django, qui permet de réaliser des sites web dynamiques facilement et avec une grande souplesse. Apprenez d'abord Ruby, puis découvrez Ruby on Rails. Ce cours était en préparation lors de l'écriture de ces lignes. Connaître l'un de ces langages est indispensable si vous voulez traiter le résultat des formulaires HTML. Souvenez-vous de la balise format. Je vous avais expliqué comment créer des formulaires, mais pas comment récupérer les informations saisies par vos visiteurs. Il vous faut obligatoirement un langage serveur, comme PHP, pour récupérer et traiter ces données. Au final, ces langages vous permettent de réaliser vos rêves les plus fous sur votre site web. Forum, newsletter, compteur de visiteurs, système de news automatisé, gestion de membres, jeux web, jeux de stratégie, élevage d'animaux virtuels, etc. Il est indispensable de connaître les langages HTML et CSS avant d'apprendre un langage serveur comme PHP. Donc voilà pour notre 4e partie du cours qui se termine ici. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours pour la partie 5 de notre cours complet sur HTML5 et CSS3. À la prochaine.